Vous êtes d'accord? Les 5 sens. Et ça fait partie des phénomènes mentaux, que sont émotions, les pensées liées au passé, au futur et l'esprit. Et on retrouve encore les 5 agrégats là-bas. Vous me suivez? Bon. Alors, le Bouddha, il a cité que la conscience peut emprunter le corps comme demeure et peut s'y établir. Vous voyez? La conscience peut emprunter le corps comme demeure et peut s'y établir. C'est une conscience qui va avoir le corps comme sensation, comme support existentiel, dans lequel il va vivre avec, il se complaît dans le plaisir et la distraction. Et lorsque l'esprit tombe là et se complaît dans le plaisir et la distraction du corps, alors l'esprit va se développer, ou la conscience, pardon, va se développer pleinement, d'accord, et s'épanouir harmonieusement. Alors, pour ceux qui veulent prendre des notes, je vais vous projeter. Alors, de même, on retrouve que la conscience, elle peut emprunter l'émotion comme demeure, d'accord? Et donc, quand l'esprit va vivre dedans, eh bien l'émotion va devenir le support existentiel, et dans lequel l'esprit va se complaire dans le plaisir, la distraction. Alors l'esprit va se développer pleinement et vivre avec l'harmonie. Est-ce que vous voyez assez bien? Non. Vous voyez assez bien? Non. C'est vrai? C'est tout flou? Alors, vous voyez là, c'est ce que je vous ai cité. Si vous voulez prendre, si vous voulez écrire, ne serait-ce que la première, après vous remplacez les couleurs là, par émotion, vous faites une accolade et puis vous allez retrouver, voilà. Alors à ce moment-là, vous allez comprendre que l'esprit ne peut vivre que lorsque il y a la présence d'un des agrégats. C'est bon? Non. Si on est à l'intérieur, d'abord, alors le problème c'est que ça vient par rangée. Si j'étais là, il y aura la moitié qui va être coupée. Eh bien, essayez. Ça se trouve derrière là. Allez, Raphaël. C'est mieux ou moins bien? Mieux? Allez, quelques instants comme ça.
pas écrit. Ah bah oui. Ou sinon, je vais proposer d'envoyer par mail à Nora. Et que Nora vous envoie... C'est mieux comme ça, Nora? Alors, si vous apprenez par cœur, d'accord, vous allez comprendre que l'esprit va voyager, il nécessite ces 4 agrégats pour vivre. Qu'est-ce qu'on fait de l'incarnation? Qu'est-ce que l'incarnation? Vous vous souvenez? Est-ce que ce mot vous parle? Comment? Alors, il y a le contact. Alors, ça va dans quelle partie? Est-ce que vous vous rappelez? C'est la petite graine qui va dans les champs. Voilà. Yolande, la petite graine qui va dans les champs. Il y a la petite graine. Voilà, ça y est, Eric, il se souvient. Alors, vous voyez, les exemples sont bien des fois. Hein. Ça laisse mémoriser et après, vous comprenez mieux. Alors, en fait, l'incarnation, ça concerne, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la loi de la coproduction conditionnée. C'est loin tout ça? C'est loin tout ça? C'est parce que l'ignorance existe. Voilà. C'est parce que l'ignorance en est la cause. Donc en fait, je vais juste vous montrer comment ça se passe au niveau de l'incarnation. Alors dans la loi de coproduction conditionnée, ça commence par l'ignorance. Vous vous rappelez? Et puis la fin, quand l'esprit vient dedans, il s'incarne, il vit dedans, puis il va mourir. Alors, il y a une citation du Bouddha qui dit que lorsqu'un individu pense à quelque chose, réfléchit à quelque chose, et que son esprit s'implante dans cette chose, d'accord? Alors ici, c'est l'esprit. Ici, ça va être un des agrégats. Donc, lorsqu'il pense à quelque chose, on va prendre une pensée. Donc, lorsque l'esprit pense à quelque chose, réfléchit à quelque chose, et qui va s'implanter dans cette chose, d'accord? Alors, cette chose-là va devenir le support dans lequel l'esprit va siéger. Ok? Et lorsque ce support existe, c'est-à-dire corps, émotion, passé, futur, cet esprit-là qui va peu à peu s'incarner dedans, il va se poser dedans. Donc, quand le support existe, cela donnera l'occasion à l'esprit d'exister, parce qu'ils ont besoin de l'un de l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la loi de coproduction conditionnée, la loi de cause à effet dedans. Donc à ce moment-là, s'il a un support et qu'il plonge dedans, ça y est, on appelle ça l'incarnation. Donc quand l'esprit s'implante dans un des agrégats, on appelle ça l'incarnation. Puis lorsque l'incarnation se produit, ensuite, ça perdure. On appelle ça la vie. Mais comme tout est impermanent et changeant, cette vie va se désagréger à son tour et disparaître. Eh bien, ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui se passe toute la journée à l'intérieur de vous. Là, on passe au microscope, là, aujourd'hui. Hein. Tout ça, on passe au microscope. Donc, l'esprit a besoin du corps, émotion, du passé, du futur, pour vivre. Il va s'incarner, quand il s'incarne dedans, il devient la conscience. Et rappelez-vous, toute la journée, vous serez tiraillé par un des animaux si votre conscience n'est pas stable. Vous serez tiraillé tout le temps.
Et lorsque vous savez ça, là, ça y est, vous allez comprendre que l'esprit fait des allers-retours, ou des allées et venues. Et quand la fréquence de ces allées et venues se trouve accrue, eh bien, vous entrez dans l'agitation mentale. D'accord? Donc, l'esprit, il va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, toute la journée. Et puis, si c'est une pensée du passé qui vous torture, alors vous allez devenir un animal qui va tirer les 6 autres dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? Et si c'est l'émotion qui vous torture, par exemple, d'être très angoissé à l'arrivée d'une situation, eh bien c'est l'émotion, ce jour-là, qui va vous torturer pendant un laps de temps. Donc, vous allez faire que ces allées et venues. Alors donc, dans la citation du Bouddha, il y a ces allées et venues. Donc, quand on déclare les allées et venues sans parler de l'existence d'un des Katagyagas est quelque chose d'impossible. D'accord? Ça veut dire que les allées et venues à l'intérieur de vous nécessitent toujours ce schéma. Ça nécessite toujours ce schéma, sans cesse. Et à ce moment-là, si vous voyez ces schémas se produire à l'intérieur de vous, et que vous voyez les allées et venues, eh bien ça y est, là, on est en train de s'extraire, de se dissocier, pour voir ce qui est dedans. Alors à ce moment-là, la vie va devenir plus facile. Vous n'êtes plus noyé. Quand vous êtes noyé, ne serait-ce que dans l'eau, ou l'eau boueuse, alors vous ne voyez rien à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter en surface. En remontant en surface, vous allez voir la rive ou la berge. Et à ce moment-là, vous allez nager dans cette direction. Et donc, pour venir voir la rive ou la berge, il faut s'extraire de cette masse dans laquelle l'esprit se noie sans le savoir, d'accord? Sans le voir et sans le savoir. Donc, lorsque vous savez maintenant que pour penser, on a besoin de tout ça, et que ça ne peut pas exister sans ça, et ça ne peut pas exister sans ça, et inversement. Et à ce moment-là, quand ça vit, ça s'incarne, ça produit des vies et des morts, des vies et des morts. Donc vous voyez que dans une journée, vous vivez des millions de fois, et vous mourrez des millions de fois. Donc je vais envoyer ces citations à Nora, qu'elle enverra par mail. Hein? Ce sera plus simple pour tout le monde. Et là, on retrouve donc, puisqu'on a parlé de ce qui nous dérange, maintenant on sait ce qui nous dérange, hein? Les 6 animaux. D'accord? On va chercher à stabiliser ces 6 animaux autour de la poutre. D'accord? Très solide. Donc, l'outil qu'on va utiliser, c'est la stabilité de la conscience dans le corps, équanimité, réalité et l'esprit. Et en travaillant de cette manière, vous allez rentrer dans la pleine conscience. Ok? Alors, dans l'équanimité, vous voyez là, je vais vous donner la citation. Le Bouddha dit que, alors dans le canon bouddhique, il cite souvent Ananda. Est-ce que vous connaissez Ananda? Ghislain, ça te parle? Alors je pose la question à Ghislain parce que c'est un très gros lecteur. D'accord? C'est un très gros lecteur, un très grand lecteur. Et Ananda, c'est le cousin, c'est le bras droit du Bouddha. C'est son cousin qui le suit depuis lorsque le Bouddha est parti trouver la voie de la libération. Et Ananda le suivait, il fait plein de choses pour le Bouddha, il l'encourageait. Et donc Ananda a reçu énormément d'enseignements du Bouddha. Et dans les canons bouddhiques, alors on retrouve souvent Ananda comme protagoniste. D'accord?
Alors dans l'équanimité, donc c'est une des formes de la stabilité qui va permettre de vous faire entrer dans la pleine conscience. Il dit que, Ananda, lorsque les émotions des satisfactions, d'émotions insatisfaction, des émotions de satisfaction et d'insatisfaction se produisent à l'intérieur d'un individu, et que celui-ci est capable de les éteindre à la vitesse de clignement de paupières ou clignement des yeux. Par conséquent, il subsiste encore en lui de l'équanimité. J'appelle cela les facultés méditatives de première classe. Alors donc, vous allez apprendre à éteindre à la vitesse du clignement des yeux. Je vais vous expliquer ou analyser ensemble cette citation. Voilà, je vous la donne. Raphaël, appuie sur les boutons. Ah bon, d'accord. Donc je vous lis, hein. Je vous l'ai cité avant, d'accord? Lorsque les pensées et les émotions de satisfaction, d'insatisfaction, de satisfaction et d'insatisfaction se produisent à l'intérieur d'un individu, et que celui-ci est capable de les éteindre à la vitesse d'un clignement des yeux, il subsiste encore en lui de l'équanimité. Ananda, j'appelle cela des facultés méditatives de première classe. Voilà celui qui va pouvoir se décrocher des 6 animaux. Il va utiliser cette poutre comme refuge. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Si quelqu'un présente une difficulté, il faut le dire. D'accord? Il ne faut pas laisser le doute s'installer. Vous voyez que les émotions de satisfaction ou les pensées, d'accord, de satisfaction ou d'insatisfaction se produisent perpétuellement à l'intérieur de vous. Et si vous êtes capable de les éteindre à la vitesse des clignements des yeux ou d'un claquement de doigts, d'accord? Ou encore, une comparaison que le Bouddha donne, vous avez une marmite qui est chauffée à fond. C'est très très chaud. Et vous laissez tomber une goutte d'eau froide dessus. Que se produit-il? Voilà, cette goutte d'eau va s'évaporer très très rapidement. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire avec des émotions. Quand vous sentez une émotion arriver et que vous commencez à vous extraire, parce que vous savez que vous êtes tiraillé par les 6 sens. D'accord? L'émotion peut venir des yeux. Par exemple, si je suis en querelle avec une personne et que je la vois, ça y est, l'émotion va arriver très vite. D'accord? Si j'entends des sons qui ne sont pas agréables pour moi, alors ça y est, les émotions naissent encore. Donc, je crois que c'était à la 3e conférence, on avait parlé de ça comme étant les obstacles de la méditation. Vous vous rappelez? Eh bien, le Bouddha dit que si on vient sur les yeux vont vous happer vers les formes attirantes. Et les formes non attirantes deviendront une source de répulsion. Vous voyez? Donc il y a toujours satisfaction et insatisfaction dedans. Il dit que les oreilles vont vous happer vers des sons agréables. Et les sons désagréables vont vous précipiter vers l'agacement. Le nez va vous happer vers des odeurs odorantes. Les odeurs malodorantes vont vous précipiter vers la répugnance. La bouche va vous happer vers des saveurs exquises.
des saveurs non exquises vont vous précipiter vers le dégoût. Toujours, à chaque fois, il y a des émotions qui naissent à partir des sens. D'accord? Le toucher, c'est pareil, avec des sensations agréables et désagréables. Et les pensées et les émotions qui se trouvent là, eh bien, ce sont des pensées et émotions de satisfaction ou d'insatisfaction qui vont vous détourner vers l'oppression intérieure. On se sent écrasé sous le poids de ces émotions et pensées. Est-ce que vous me suivez toujours? Donc, quand quelque chose se produit à l'intérieur de vous, la première chose, c'est de voir venir. Vous allez dès aujourd'hui travailler pour voir venir. Si vous ne voyez pas, vous serez aveuglé tout de suite. Et dans l'aveuglement, on n'est pas bien, on est très agité parce qu'il y a plein de choses qui se produisent. Rappelez-vous ici, les allées et venues. D'accord? Les allées et venues sans cesse. Et ça y est, si vous commencez à comprendre, parce que dans l'équanimité, c'est la pleine conscience, hein, parce que je suis conscient que quelque chose se produit à l'intérieur de moi. Dès que je viens à l'intérieur, ça y est, je respire. Dans la respiration, je produis l'équanimité. Est-ce que vous vous rappelez de la stabilité de la conscience dans l'émotion? Donc, on prend conscience exclusivement de son bien-être. D'accord? On prend conscience de la paix intérieure. Et cette paix intérieure va vous faire voir, à ce moment-là, des imaginations mentales. Et on fait en sorte que ces imaginations mentales se résorbent. Voilà les 4 étapes de la stabilité de la conscience. Et si vous entrez dans ces étapes-là, ça y est, dans l'équanimité, vous êtes dans la pleine conscience. Et dans cette pleine conscience, vous allez pouvoir travailler l'introspection. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir réfléchir, mais pas paniquer avant. Ne paniquez pas avant. Quand vous rencontrez une situation difficile, on arrête ce schéma. On vient voir les pensées, on produit une stabilité, etc. D'accord? Alors, pour retrouver cette stabilité, si vous êtes friand des citations, je vais vous en donner une. Donc, lorsque quelque chose vous arrive, d'accord? La citation elle dit « Arrêtez-vous et vous connaîtrez la stabilité ». Alors, je vais dicter. Arrêtez-vous et vous connaîtrez la stabilité. Une fois stable, vous pourrez vous reposer. Dans le repos, vous pourrez être serein. Dans la sérénité, vous pourrez réfléchir. Par la réflexion, vous trouverez des solutions. Et en appliquant la solution, vous pourrez réussir.
Vous voyez pas bien encore, hein? Alors, voilà. Voilà quelque part, là, on retrouve des 4 stabilités. D'accord? Les 4 formes de stabilité de la conscience. Alors, pour ceux qui préfèrent le corps, ben vous lisez en haut. L'inspiration et l'expiration, d'accord, si vous pratiquez très souvent, là, regardez, sont considérés comme étant le corps dans le corps. C'est la raison pour laquelle le pratiquant est appelé celui qui voit le corps dans le corps en permanence. Il brûle les impuretés mentales, possède une conscience aiguisée, une concentration soutenue, élimine toute joie et peine de ce monde. Lorsque vous entrez dans la respiration, mais dans la pleine conscience, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes en train de respirer, je vous ai dit que la respiration, elle est produite par l'appareil respiratoire qui est une partie du corps. Donc, quand vous pratiquez l'inspiration et l'expiration dans la pleine conscience, la respiration devient donc la poutre, la première poutre. D'accord? Elle va vous amener à vous stabiliser parce que pendant ce temps-là, pendant que vous êtes vraiment dans la respiration, puisque l'esprit ne peut vivre que dans un endroit à la fois, quand vous êtes dans la respiration, il ne peut pas aller ailleurs. Puisqu'il ne peut pas aller ailleurs, penser à n'importe quoi, ressentir n'importe quoi, ça veut dire que vous êtes en train, quelque part, de brûler les impuretés mentales. Ok? Et si vous êtes en train de brûler ces impuretés mentales et que vous arrivez à rester encore dans cette respiration, dans le temps, alors vous allez aiguiser votre conscience. Et cette conscience travaillée très souvent va vous donner une meilleure concentration dans la vie. Donc une concentration très soutenue. Et à ce moment-là, quand il y a une peine qui vient, je reviens là, et ça y est, c'est comme si j'éteignais toutes ces émotions à la vitesse d'un clignement des yeux. Vous me suivez toujours? Alors, si vous voulez utiliser l'équanimité